Chers amis, quand on parle de bar, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont penser au comptoir, et il y a les personnes qui vont penser à la pêche. Je fais évidemment partie des personnes qui vont penser à la pêche. Et aujourd'hui, même si j'adore vous parler de monde, j'aimerais vraiment être en mer, en train de pêcher cet animal majestueux et délicieux. Et pourquoi je vous parle de pêche? C'est pour vous parler de la nouvelle tagueilleur Carrera Seafarer chronographe. Mais évidemment, vous connaissez les rabilleurs. Avant de vous parler de ça, on va revenir un peu sur son histoire, sur l'histoire de Carrera, sur l'histoire des marées évidemment, et sur l'histoire d'Abercrombie Fitch, qui n'est pas la marque aux mannequins bodybuildés sprayant du parfum qui pue partout avec des sweats extrêmement chers. Mais c'était cool sinon à l'époque. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est seulement sur les rabilleurs. Chers amis, si on doit retenir quelque chose de la marque Heuer, si on doit retenir une toute puissance, si on doit retenir un état d'esprit, une identité, c'est vraiment le fait de chronométrer des événements sportifs. C'est le fait d'avoir produit des chronographes, des compteurs tout au long du XXe siècle et d'en avoir fait un peu son cheval de bataille. Et c'est pour ça qu'on retient Heuer, puis Tag Heuer aujourd'hui. Si on revient au milieu des années 1910, on va avoir les noms de micrographes et de semi-chronographes qui ont peut-être marqué votre esprit. Ce sont des montres de poche, des compteurs de poche qui peuvent nous permettre de connaître le centième de seconde pour le micrographe et le cinquantième de seconde pour le semi-chronographe. Leur particularité évidemment, et c'est pour ça que j'adore ces montres de poche, ces chronographes de poche, c'est que d'une part, ce sont juste des compteurs, il n'y a pas l'heure et les minutes qui sont affichés dessus, c'est donc pas une montre à proprement parler, mais évidemment l'aiguille centrale va beaucoup plus vite qu'une aiguille traditionnelle, le calibre est à haute fréquence et l'aiguille principale fait le tour du cadran en 3 secondes. Donc ça va assez vite, vous vous en doutez. Alors à l'époque, ce qui est sympa, c'est qu'on voit sur les publicités ou la réclame, comme on dit, les compteurs de la société Édouard Heuer à Bienne, Édouard Heuer et compagnie en particulier. Vous avez des compteurs qui sont posés sur des montres bracelets. On n'en est pas encore vraiment à l'idée du chronographe bracelet tel qu'il va arriver chez d'autres marques dans les années 10 et un peu plus tard chez Heuer, mais en tout cas, on a déjà la présence au poignet de compteurs Heuer. La marque va s'imposer pour chronométrer des disciplines sportives. On pense au ski, on pense au bobsleigh, même si après, vous avez évidemment des marques comme Longines et Omega qui vont prendre le relais sur cette partie-là. Et Heuer, lui, et surtout avec la personnalité de Jack Heuer, va davantage se tourner vers les courses automobiles, courses Carrera, Panamericana, qui sont vraiment ces courses un peu débiles, qui vont inspirer Jack Heuer, qui vont évidemment donner le nom de Carrera qu'on va voir apparaître au début des années 60. Et Jack Heuer va avoir cette idée marketing très smart d'aller directement sur les paddocks, d'aller voir un peu les coureurs qui comptent à l'époque, de leur offrir des montres dans les années 60, en particulier à la fin des années 60, dans les années 70, avec ces pièces en or qui étaient offertes à des grands coureurs automobiles. Et vous savez, toujours avec cette couronne à l'opposé à 9 heures, parce qu'on avait des montres qui étaient chronographes à remontage automatique. Toute cette épreuve de la fin des années 60, la course au premier mouvement de chronographe automatique, et Heuer avait évidemment une large place dans cette course folle. Pour en revenir au chronographe Heuer, vraiment, pour moi, le boom du chronographe Heuer, ce sont les années 30, chronographe à monopoussoir, qui est juste magnifique. Alors, le défaut du monopoussoir, c'est qu'une fois que vous avez arrêté la montre pour remettre à zéro, c'est juste après, donc vous ne pouvez pas reprendre la course de la montre. Les chronographes à 2 poussoirs vont apparaître juste après chez Heuer. Vous avez déjà une spécialité qui se fait pour Heuer dans les années 30 pour les chronographes bracelets. Et la force de Heuer, même si ça va pas être la marque qui va être la première à proposer des montres chronographes bracelets, c'est vraiment de te proposer des totalisateurs des minutes 30 ou 45 minutes, et en particulier d'abord 30 minutes. Heuer va prendre une part de marché importante parce que d'une part, les montres qui ont des totalisateurs des minutes sont rares et en plus elles sont pas du tout bon marché. Le langage Carrera qui va commencer dans les années 60, en particulier en 1963 avec la référence 2447S, c'est vraiment un langage de simplicité, de pureté, qui va un peu s'éloigner des chronographes des années 30, parfois des chronographes, vous savez, avec ces échelles un peu fantasques de tachymétrie, ces échelles un peu escargots, qui sont même déjà un peu antérieures aux années 30. Vraiment, Heuer va mettre l'accent sur la simplicité, la lisibilité des cadrans qui respirent, des cadrans purs. Et d'ailleurs, avec cette montre que j'adore, la 2447, on a vraiment, sur les premières références, ce cadran opalin, ce cadran un peu coquille d'œuf, qui apporte une douceur à la lecture des informations du chronographe. Et c'est ça ce qu'il faut retenir quand la Carrera apparaît au début des années 60. Puis le langage Carrera, c'est aussi l'utilisation de calibres qui sont juste
magnifiques qui ont marqué l'histoire du chronographe, et je pense en particulier au Valjoux 72 qu'on va retrouver dans d'autres chronographes de l'époque comme le célèbre Daytona, et ces calibres sont vraiment fantastiques, on les reconnaît quand on a l'habitude de voir, comme ça peut m'arriver dans les expertises, des calibres Valjoux 72, de voir à la fois la version pour Heuer et la version pour Rolex, et c'est ça qui apporte beaucoup d'eau au moulin de l'expertise et qui apporte beaucoup de données sur l'histoire des calibres utilisés dans les montres de chronographes au milieu du XXe siècle. Ça, c'était pour vous résumer un petit peu toute l'histoire des compteurs, l'histoire des chronographes Heuer et évidemment la belle aventure Carrera qui va naître au début des années 60. Mais si aujourd'hui je vous parle de tout ça, c'est pour vous présenter deux nouveautés. Tout d'abord, une série de 3 nouvelles TAG Heuer Carrera chronographes, 41 mm de diamètre avec cette forme, cette identité glassbox qui est vraiment la nouvelle identité du chronographe Heuer, lisible avec vraiment beaucoup de luminosité au sein du cadran qu'on découvrait il y a quelques années. Ces montres-là, elles sont sorties lors de la LVMH Watch Week il y a quelques jours, et évidemment cette nouvelle TAG Heuer Carrera Seafarer chronographe 42 mm de diamètre et qui fait référence à une pièce des années 60 tout bonnement exceptionnelle. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de ces nouvelles TAG Heuer chronographes en 41 mm de diamètre. Alors première chose, et quand j'ai découvert les montres pour la première fois, on m'a dit 41 mm, j'ai dit très peu pour moi. En vérité, j'étais surpris, j'avoue que le 41 mm me va très bien. Est-ce que c'est l'ouverture de cadran différente avec cette forme glassbox, ce verre qui vient chercher beaucoup plus loin que les verres habituels? Est-ce que c'est ces cornes qui sont pas si longues finalement, qui ont été bien travaillées, qui sont bien plongeantes? Je ne sais pas, chers amis. En tout cas, pour une fois, le 41 mm me va plutôt bien. Peu importe. Ce qu'il faut reconnaître sur ces montres, c'est qu'elles sont très bien réalisées et qu'il y a beaucoup de détails qui ont été apportés au cadran. On a le plaisir d'avoir un cadran, si je puis dire, en deux partie d'abord avec ce réo incurvé qui va nous présenter l'échelle tachymétrique tout en haut. Sur sa partie basse, plutôt la minuterie avec de fins traits blancs. On va retrouver des index en applique qui ont été ouverts sur leur centre avec une petite gravure, des index qui sont plutôt larges, donc plutôt lisibles, ce qui fait évidemment référence aux aiguilles des heures et des minutes qui sont également lisibles et qui trouvent leur matière luminescente. Alors pour la matière luminescente des index, ce sont des petites billes un peu à l'ancienne, un peu sur les anciens modèles des années 60. Et pour tout le reste, on va avoir une petite seconde à 6 heures, un totalisateur des 30 minutes du chronographe à 3 heures et des 12 heures du chronographe à 9 heures. On retrouve pour le boîtier ces cornes qu'on aime tant, ces cornes facettées à la Carrera 2447 de 1963. Donc ça, c'est vraiment un clin d'œil ici poli, tout comme l'était la finition de la montre des années 1960. Et à l'intérieur, le très bon et le très joli calibre TH20-1 qui délivre la belle réserve de marche de 80 heures. C'est vraiment une très belle pièce et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu ces dernières années chez TAG Heuer, vraiment là où TAG Heuer est fort, là où TAG Heuer on doit reconnaître son identité, c'est vraiment dans ce type de pièce, peu importe si c'est une Dato, juste un simple chronographe Carrera, ce côté glassbox qu'on a découvert il y a quelques années, ce retour de l'identité Carrera avec tous les points de caractéristiques essentielles que je viens vous présenter, c'est là où moi personnellement j'attends TAG Heuer. Alors évidemment j'aime beaucoup aussi les petites inclusions Formula One par-ci, Formula One par-là. Mais après, pour tout le reste, chez TAG Heuer, ça va forcément m'intéresser. Je vais chercher la Carrera et je vais chercher vraiment ces caractéristiques-là sur une pièce Carrera que j'apprécie beaucoup. Maintenant, si je vais vous parler de la TAG Heuer Carrera Seafarer chronographe avec donc son beau diamètre de 42 mm, c'est une toute autre histoire. Et c'est là où on revient, chers amis, sur ce nom d'Abercrombie Fitch, ou alors sur ces noms d'Abercrombie Fitch. Au début des années 1890, vous avez un certain David Abercrombie qui est fan de outdoor, qui est fan de pêche, de chasse et de tradition, qui est fan d'un peu toutes ces choses-là. Le gars, en fait, a 130 ans d'avance. Si on regarde aujourd'hui la toute-puissance du outdoor dans la fashion contemporaine, si je puis dire, il va créer une boutique à son nom, donc Abercrombie, qui va donc présenter tout le matériel d'outdoor nécessaire et agréable. La boutique marche pas trop mal et vous allez avoir le nom d'un avocat qui s'appelle Ezra Fitch qui, en 1909, va acheter des parts à Abercrombie et tous les deux donc vont commencer à développer un petit peu cette histoire de boutique en créant le concept de boutique d'Abercrombie Fitch qui est donc totalement une boutique d'outdoor, de chasse, de pêche où on peut acheter des tentes, tout le nécessaire pour ces cannes à pêche, pour les vêtements, les chaussures, etc. en installant une gigantesque boutique mémorable sur Madison Avenue et sur 12 étages.
voyez donc on est très très loin de la marque Abercrombie Fitch qui a évolué un petit peu plus tard qu'on a eu quand on était adolescent. Mais ça pour vous dire que dans les années 40, la marque va avoir besoin, parce que c'est aussi dans la proposition qu'elle doit apporter à ses clients, de proposer des montres, plutôt des montres outils. On va donc pouvoir commencer à trouver quelques petites pièces, des 2 ou 3 aiguilles, mais la collaboration avec Heuer, elle va véritablement commencer avec la Solunar. En fait, la Solunar, c'est une idée de David Abercrombie, mais il ne sait pas vraiment comment s'en occuper, donc il va voir Heuer et tous les deux, ils vont développer cette montre. La Solunar, l'idée est très simple et ne vient ni d'Abercrombie ni d'Heuer, mais vient d'un personnage dans les années 30 qui s'appelle John Knight, qui était un avide pêcheur chasseur, qui disait qu'a priori, en fonction de la position de la Lune, du Soleil et en fonction des marées, il y avait des temps optimaux de pêche ou de chasse, et en particulier de pêche. Ce qui va faire qu'en fait, nos deux personnages, Abercrombie et Heuer, vont créer une montre qu'on appelle la Solunar, qui sera signée Abercrombie Fitch Solunar, avec à 6 heures un affichage des marées qui est réglable par un petit bouton poussoir à 4 heures sur le boîtier, qui est juste en fait un réglage optimal en fonction du lieu où vous vous trouvez. Si par exemple vous avez l'information des marées à un endroit en particulier d'une côte dans le monde, vous allez régler votre marée et vous allez pouvoir savoir quand on est en marée basse ou marée haute, et donc quel est le meilleur moment pour aller pêcher. Cette montre ne va pas forcément bien fonctionner et il va falloir attendre l'étape d'après qui est l'incorporation de cette complication avec des gros guillemets. En fait, c'est qu'une idée de phase de lune. Il va falloir attendre quelques années plus tard pour que le chronographe soit mélangé à l'idée de cette indication des marées et ça va donner lieu à la pièce Seafarer dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et qu'on aime tant. La première référence, on la reconnaît tout de suite évidemment parce qu'il y a des codes couleurs à la fois dans l'indication des marées mais il y a aussi des codes couleurs dans ce totalisateur des 30 minutes un peu oversize à 3 heures avec des idées de départ de régate. C'est pour ça qu'il y a une alternance de couleurs toutes les 5 minutes, couleur bleue, couleur blanche opaline. Ça, c'est vraiment la première référence de la Abercrombie Fitch Heuer Seafarer. La référence qui va suivre va être très similaire avec le passage du calibre Valjoux 71 modifié de la première référence au calibre Valjoux 72, qui sera utilisé sur les références 24-47 d'Heuer, vous le savez, avec un compteur des 12 heures un peu plus petit que sur les versions précédentes. Après cette référence 24-43, on va avoir la référence 24-44 que j'aime beaucoup puisqu'elle a non pas un correcteur pour les marées, mais véritablement un bouton poussoir, ce qui est beaucoup plus simple quand même lors de son utilisation au quotidien, et un visage caractéristique. La référence 24-46 qui va suivre est vraiment spectaculaire parce que c'est un mélange d'autres choses qui se font chez Heuer, en particulier avec la présentation de la Otavia en 1962. On a cette lunette large tournante bidirectionnelle qui va servir de repère pour différentes mesures avec l'application du chronographe. Évidemment, on a toujours à 9 heures cette indication des marées et donc c'est un peu tous les mondes d'Heuer qui sont fusionnés pour cette référence Seafarer. D'ailleurs, la référence finale de Seafarer, la référence 24-46C apparaît à la fin des années 60, en 1968 exactement, ce sera le boîtier qui verra la fin de la Seafarer, donc avec cette lunette tournante et surtout ce boîtier plongé, boîtier super compressor, boîtier qui est beaucoup plus fait justement pour résister à des grandes pressions. Et c'est d'ailleurs cette pièce dont va s'inspirer Hodinkee en 2024 pour présenter un peu le retour de la Seafarer avec Heuer dans cette génération de Seafarer 24-46C. Mais revenons à nos moutons, ce qui nous intéresse aujourd'hui en 2026, c'est évidemment cette nouveauté Tag Heuer Carrera Seafarer chronographe, 42 mm de diamètre. Cette idée des collections Tag Heuer Carrera chronographe actuelles avec cette identité Glassbox, mais en même temps cette petite complication d'indication de la marée à 9 heures. On a peut-être retrouvé ce cadran à relief. Vous avez à l'intérieur des repères toutes les 5 minutes, donc de 5 jusqu'à 60. Vous avez des index en applique dorés, toujours avec leurs petites billes de matière luminescente. Les mêmes aiguilles ici, toujours dorées pour matcher avec les index, avec leur matière luminescente. Le totalisateur des 30 minutes du chronographe avec cette finition azurée, vous savez, un peu comme les disques vinyles à 3 heures. Toujours avec cette petite plage de 5 minutes, toutes les 5 minutes, qui change de couleur. Évidemment, c'est un clin d'œil aux régates. Vous avez la petite seconde à 6 heures avec son indication de date plutôt discrète et vous avez l'indication des marées hautes ou basses avec de la couleur à 9 heures. Évidemment, cet affichage des marées, il est réglable par le gros bouton poussoir à 9 heures. D'ailleurs, c'est un peu la signature de cette montre, ce gros bouton poussoir, je l'aime énormément, qui vous permet en fonction du lieu où vous vous trouvez de régler sur les marées qui sont effectives dans le lieu où vous êtes.
42 mm pour cette pièce, donc toujours portable, mais quand même voilà un diamètre à noter. À l'intérieur, le bon calibre TH20-04 avec justement cet ajout de petites complication qui est l'affichage des marées. Vous savez, alors on ne va pas en parler forcément aujourd'hui, mais les marées sont liées à des forces d'astres, en particulier la Lune, le Soleil, évidemment la rotation de la Terre. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est un peu une complication de phase de Lune déguisée, cette idée des marées qui est affichée ici à 9 heures sur le cadran. Toujours 80 heures de réserve de marche, toujours l'identité de ces taguilleurs Carrera Glassbox, avec ici ces cornes caractéristiques qu'on aime et qui sont évidemment empruntées à l'identité, au langage Carrera du début des années 1960. Il faudra compter 8 800 € pour jouir de cette nouvelle taguilleur Carrera chronographe Seafarer et son diamètre de 42 mm. J'ai vu aussi que sur certains sites, les versions Hodinkee Seafarer étaient toujours disponibles, donc c'est quand même une configuration assez similaire, mais très différente en termes de code couleur. Vous avez des codes couleurs beaucoup plus sombres, mélangeant le noir et le bleu pour la version Hodinkee. Après, évidemment, mon cœur va à cette nouvelle Seafarer parce que les codes couleurs sont plus proches de la Seafarer d'origine. Chers amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations dans cette vidéo. On a parlé de la toute-puissance de Heuer en matière de chronométrage, de compteur, de chronographe dans les années 30, dans les années 60 évidemment, avec les belles références Carrera. Et aujourd'hui, ce retour chez TAG Heuer de la Carrera comme on l'aime finalement, et pas comme elle était il y a quelques années chez TAG Heuer, qui moi personnellement me décevait beaucoup. J'ai retrouvé TAG Heuer avec ce nouveau travail sur les Carrera, avec ce côté glassbox, avec ce côté héritage qui va chercher des pièces comme celle que je viens de vous présenter, Abercrombie & Fitch. Donc il y a vraiment de la logique, il y a de la cohérence, et nous, chez les Rabilleurs, on aime la cohérence. J'espère que cette histoire et que ces nouveautés vous auront plu. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire, votre avis nous est toujours précieux. On vous aime, on vous dit à tout bientôt. Merci.